Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, avec mon collègue Philippe Perrichon, on va pas vous faire une conf sur la techno, parce que vous en avez vu beaucoup, avec des gens nettement plus pertinents que nous. Donc on va essayer d'apporter un regard complémentaire sur les aspects marché, en prenant le parti pris que la technologie est bien souvent nécessaire, mais absolument pas suffisante, et donc on va vous apporter le regard complémentaire. Qui sommes-nous ? Tu veux commencer ? Allez, rapidement. Donc, Philippe Perrichon, Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère. J'interviens sur l'accompagnement à l'innovation, au développement des entreprises, en accompagnant individuellement les projets et puis en associant différents dispositifs qu'on va vous présenter durant cette petite conférence. Et donc Sandra Choriti de TESAM. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est deux acteurs, CCI Nord-Isère et TESAM, du développement économique. Notre credo, c'est accompagner les entreprises du territoire pour les faire progresser. Et notre terrain de jeu, c'est le management d'innovation, d'où la complémentarité avec les aspects techno. Nos actions, donc on intervient aussi bien en conception de programmes pour le compte de la région que dans le déploiement au quotidien avec des financements régionaux. Donc aujourd'hui, on va vous parler de management de l'innovation en faisant un focus sur les enjeux marchés, en agrémentant notre discours de cas concrets qu'on a pu rencontrer dans les entreprises de la région et en terminant par les dispositifs que l'on porte et qui sont financés par la région. Si à la fin de la conférence, on a réussi à vous convaincre que la techno, c'est bien, mais c'est pas suffisant, je pense qu'on aura gagné notre pari. Et c'est la seule chose qui nous importe finalement. Donc rapidement, une petite introduction au management de l'innovation. Il existe une foultitude de définitions de l'innovation. On en a à l'OCDE, on en a à l'AFNOR. Nous, on a choisi aujourd'hui de reprendre celle de l'AFNOR. Ce qui est important de remarquer, c'est que finalement, il y a une multitude d'étapes qui peuvent être présentées en séquentiel ou en boucle itérative. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est ce qui va nous importer, c'est le point final de mise sur le marché. Et donc c'est pour ça que la définition qui nous va bien, c'est le fait de dire que c'est un processus qui va conduire à la mise en œuvre d'un ou plusieurs produits. Donc on a une définition de l'innovation large, on va s'intéresser aux produits, on peut avoir des innovations process, managériale, organisationnelle, même marketing. Donc on voit qu'on a une définition large. On peut avoir des ruptures technologiques ou simplement de l'incrémental. Tout ça, ça va être des formes diverses d'innovation. On a la notion de nouveau ou amélioré, rupture versus incrémental. Mais ce qui est très très important, c'est la notion de mise sur le marché, d'apporter de la valeur aux parties prenantes, aussi bien pour l'entreprise en interne, notamment quand on va être sur les innovations de procédés, organisationnels, managériales, mais aussi pour le client. Et il ne faut absolument pas oublier ces aspects de notion de valeur. L'innovation est partout. On utilise le business model Canva, mais comme je l'ai déjà dit, on peut avoir des innovations produits. Typiquement, l'ordinateur, quand il est apparu, c'était une innovation produit. On peut avoir des innovations de procédés. Typiquement, en ce moment, on peut parler d'impression 3D métallique. Parce que l'impression 3D, maintenant, ça commence à ne plus être trop une innovation, mais si on va sur le métallique, on peut avoir des formes aussi diverses. On a une PME dans la vallée de l'Arve qui s'amuse à faire de l'usinage de barres de céramique. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui en ont déjà entendu parler. On peut avoir des innovations organisationnelles avec des nouveaux business models. Il y a eu l'avènement du self-service, le toyotisme à son époque. Là maintenant on va parler d'intelligence collective et toutes ces notions-là qui sont des nouveaux modes de management en interne. Innovation dans le business model, on a parlé de vendre un produit versus vendre le service, on a beaucoup parlé de Xerox. Il faut savoir que maintenant il y a des constructeurs de machines outils qui passent à la location de cellules robotisées. On ne vend plus sa cellule robotisée, on la met en location. On peut avoir des innovations marketing. On a souvent cité Nespresso. Avant la machine et les capsules, ce qui est important dans Nespresso, c'est l'aspect club, distribution. Donc on voit qu'on peut innover partout et on peut même proposer des innovations qui vont combiner ces différents aspects. Avoir un peu de produit, un peu de service, etc.
Alors, toujours dans cette même logique, on peut prendre en compte aussi la profondeur de l'innovation. On va opposer des petites, des grandes innovations, des innovations de rupture ou au contraire des innovations plutôt incrémentales qui auront peut-être plus facilement une acceptation de la part du marché. Donc ça aussi, c'est à considérer. Sandra l'a dit, la création de valeur, c'est ce qui doit guider toutes les démarches, évidemment. Et puis, il y a une statistique qui fait mal et sur laquelle ça vaut le coup de s'arrêter quand même un instant. Quand on regarde les statistiques d'échec des projets d'innovation, 85% pour des causes commerciales ou marketing. Alors, c'est très large, hein, mais ça veut dire qu'en général, la techno en soi, finalement, ne pose que très peu de problèmes. On peut opposer de manière assez schématique, assez triviale, la culture techno, la culture technologue et la culture négoce. On va, dans certains cas, avoir une entreprise plutôt du domaine technologue dont le dirigeant va se lever un matin avec probablement l'idée du siècle. En fin de matinée, il aura réalisé ses études et l'après-midi, le développement, l'industrialisation, et il aura engagé tous ses outillages. Et le lendemain matin, il va être probablement surpris de constater que son produit, son offre ne se vend pas. De l'autre côté, on va avoir peut-être une entreprise du domaine du négoce qui va être en prise directe et permanente avec ses clients et qui va arriver en disant si demain j'arrive à faire telle ou telle offre, je sais que je suis le roi du pétrole. Par contre, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment fabriquer, je ne sais pas comment produire. Si on s'arrête un instant là-dessus, c'est beaucoup plus facile pour la deuxième entreprise parce qu'elle n'a que des problèmes techniques. Donc face à elle, elle n'a que des solutions techniques. Elle a beaucoup moins d'incertitudes. Donc ça introduit cette notion effectivement de connaissance et d'accès au marché. Alors rapidement, d'où vient l'innovation à la croisée des chemins? C'est la capacité de faire le lien avec des sujets techniques, commerciaux, marketing. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, dans d'autres secteurs? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut transposer? Donc encore une fois, cette idée-là, elle est hyper importante, d'ouverture, de curiosité. Et il y a un terme qui est assez symptomatique dans toute démarche d'innovation, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Donc c'est un peu un gros mot. En fait, c'est assez simple. La sérendipité, c'est le fait de réaliser une découverte, souvent scientifique, de manière plutôt fortuite en travaillant sur un sujet voisin. Alors dit autrement, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas. Il y a une multitude d'exemples là-dessus. Le post-it, c'est une erreur de formulation de colle et on s'est rendu compte que cette colle-là, elle pouvait avoir un intérêt. La pénicilline, c'est la même chose, etc. Donc encore une fois, pour arriver à générer ces opportunités-là, encore faut-il explorer de nouvelles voies pour pouvoir tomber sur ces potentielles pépites. On peut s'arrêter juste sur cette notion d'exploration et d'exploitation, parce que c'est le corollaire derrière tout ça. On a beaucoup de mal à le réaliser dans les entreprises, même celles qui sont rompues à l'innovation. On peut faire l'analogie suivante. Une entreprise qui fait de l'exploitation pétrolière, elle va exploiter son gisement avec la plus grande expertise possible, avec la plus grande efficience possible. Mais en même temps qu'elle va faire ça, elle va devoir explorer de nouveaux gisements, avec tout ce que ça veut dire. Elle va explorer, elle va tomber sur des potentiels gisements qui n'en seront pas, elle va faire des erreurs, elle va aller voir ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que finalement au sein de l'entreprise, c'est deux métiers quand même assez différents qui appellent à des compétences différentes et des attitudes différentes. Il faut juste se poser la question dans l'entreprise comment on peut aborder ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des gens qui vont être spécialistes de l'innovation et d'autres pas. Mais par contre, ça pose la question de l'attitude et de la posture. Autrement dit, si on veut explorer, ça veut dire qu'intellectuellement, on accepte de faire des erreurs, d'avoir des échecs, de rebondir, d'aller voir ailleurs. Et que tout ça, ce n'est pas ce qu'on fait dans un boulot d'ingénierie classique où on va faire l'exploitation de l'entreprise. Donc, quand on veut innover, il faut quand même pouvoir répondre à cet aspect-là à un moment donné.
Une autre manière de voir les choses, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que la gestion de projet, comme on connaît tous dans nos organisations, est adaptée à l'innovation? La réponse est plutôt non. Alors plutôt non, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut distinguer des processus amont de l'innovation, des processus aval. La gestion de projet, elle est parfaite pour faire ce qu'on connaît déjà. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le cahier des charges? Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? De quelles ressources on a besoin? Grosso modo, on sait de quoi on a besoin en avance. Donc ça, c'est bien pour les phases aval de l'innovation. Les phases amont, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça les schémas. On va avoir des idées, on va les définir, on va les mettre en œuvre, on va les prototyper, on va les tester. On va les faire évoluer, mais en fait, à chaque fois, on va revenir en arrière. Jusqu'à un moment où on va définir une idée un peu précise. Alors, souvent, le point de rupture, c'est ce qu'on va appeler la maquette fonctionnelle, le POC, le démonstrateur. Voilà, le prototype, il est souvent même déjà après. Et après, sur les phases suivantes, on va pouvoir passer en gestion de projet. Mais là, ça veut dire que pour répondre à ça, il faut avoir la structure, la manière de faire, la manière de décider, et qu'il faut expérimenter. Et par définition, on ne sait pas où on va, et on va explorer, et on va voir ce qu'on rencontre. Statistiquement, dans un projet d'innovation, on dit souvent qu'il y a 7 points de pivot. À 7 reprises, le projet, il évolue, il change. Encore faut-il être prêt à faire ces changements-là. Et si on part bille en tête et qu'on arrive jusqu'à la fin avec le proto, les outils, etc., on a toutes les chances de se tromper. Donc encore une fois, comment on aborde ça dans les entreprises pour être un tant soit peu efficace. 2 mots pour compléter, certains connaissent peut-être, c'est la théorie CK. On ne va pas s'étendre très longuement là-dessus, mais la théorie CK, elle oppose la sphère de la connaissance sur la partie de droite et la sphère conceptuelle. Et en fait, les deux sont liés. Autrement dit, ce qu'on va pouvoir définir en termes de concept est défini par le niveau de connaissance qu'on peut avoir. Autrement dit, avec le niveau de connaissance qu'on a, on ne peut accéder qu'à une partie de conceptualisation. Si jamais on arrive à faire bouger l'une ou l'autre de ces 2 sphères, autrement dit, si on arrive à développer plus de connaissances, plus de compétences, on va pouvoir accéder à une sphère de conceptualisation beaucoup plus importante. Et inversement, en faisant d'autres concepts, on va expérimenter d'autres choses et on va aussi développer notre champ des connaissances. Aller dans l'innovation, ça veut forcément dire traiter ça et faire bouger les lignes en matière d'évolution de compétences et de connaissances. Un mot simplement pour... alors si on a le temps, je vais juste revenir quand même là-dessus peut-être pour illustrer ça et faire un lien avec les objets connectés. Il y a un produit qui est assez emblématique, que tout le monde connaît, c'est la raquette Babolat. La raquette Babolat, elle a mis 10 ans entre le début du projet et son arrivée sur le marché. Ça fait 5 ans qu'elle est sur le marché, donc 15 ans après le démarrage du programme, on commence chez Babolat à mesurer le bénéfice de toute cette démarche d'innovation. Et encore, pas simplement sur le spectre de la raquette connectée. Si on regarde les ventes de la raquette connectée, l'impact que ça peut avoir chez Babolat, c'est encore pas terrible. Ça va bientôt évoluer parce qu'ils vont lancer prochainement une V2 de cette raquette qui va répondre à pas mal de petits points de blocage. Donc là, je pense que les lignes vont bouger. Par contre, Babolat, si il regarde le bénéfice de ce projet-là d'innovation sur l'impact des ventes, sur l'impact en termes d'image, de profondeur de gamme, c'est juste colossal. Et il y a un aspect qui est assez impressionnant quand on va sur leur site, c'est de constater la dimension que peut avoir la communauté digitale des clients, des acteurs autour des produits Babolat. Et là, c'est faramineux. C'est en partie alimenté par ce qu'ils ont fait sur la raquette connectée, mais c'est aussi ce qu'ils ont réussi à capitaliser sur ces 15 années, sur ce qu'ils ont mis en œuvre, ce qu'ils ont testé, ce qu'ils ont trouvé qui était concluant, etc. Et tout ça, ça vient alimenter
justement leur champ de connaissances. Et aujourd'hui, ils ont un tel savoir-faire en matière de gestion des communautés, en matière d'action sur le digital, que ça leur donne un champ d'action énorme. Ça a contribué à faire énormément évoluer leur savoir-faire et leur positionnement. Quand on fait des objets connectés, forcément, on va être dans cette logique-là. Et il faut quelque part aussi pouvoir accepter que c'est long, c'est pas on fait un projet sur un an et au bout d'un an tout va bien. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand on veut mesurer la pertinence de l'innovation, c'est forcément sur un champ de profondeur important, aussi bien en termes de largeur d'activité que de notion temps. 2 mots sur l'open innovation. On va le voir après, mais les choses vont de plus en plus vite. Donc on est parfois disrupté sur ces marchés. On doit pouvoir intégrer dans notre offre une nouvelle compétence. Qu'est-ce qu'on fait? On recrute tous les gens en 6 mois et on considère qu'on est opérant très rapidement. C'est souvent complexe. Par contre, on se rend compte qu'on peut aller faire des partenariats avec des gens qui vont nous amener ces connaissances, ces expertises, ces accès au marché. Alors certes, à un moment donné, on va partager la richesse potentielle qu'on va pouvoir générer avec l'innovation, mais on va aussi partager les risques et on va surtout gagner du temps. Donc il y a une multitude d'exemples là-dessus. Je pense à un avec quelqu'un qui est dans l'assistance, sur des objets connectés dans le domaine des engins mobiles, en l'occurrence des grues à tours. Il y a beaucoup de choses à faire sur les objets connectés. Les grues à tours sont composées d'éléments indépendants qui vont être à différents endroits sur des dépôts en France, qui vont être soumis à des règles de contrôle, de périodicité. Il y a tout un tas d'informations à remonter. Donc il y a des choses à produire là-dessus. Une des manières qu'a eu de répondre à ce besoin l'entreprise, c'est de s'associer avec un acteur du secteur qui lui a accès au marché, qui est le premier faiseur en France et le premier loueur de grues. Le projet est développé avec cet acteur-là, avec une sorte de joint venture. Forcément, ça permet d'aller plus vite et d'accéder plus facilement au marché et de débugger toute une zone de risque potentielle. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Philippe, ça va de plus en plus vite. On a voulu vous montrer ces courbes, qui est l'adoption de principaux produits sur le marché US. Alors sur les courbes en bleu, on l'a pas repris la légende ici, mais en gros, on va avoir l'électricité, la voiture, le frigo, le téléphone fixe. On voit entre le moment où l'innovation technologique a eu lieu et le moment où elle est entièrement acceptée par le marché, il se passe 30, 40, 50 ans. Alors que sur les courbes plutôt jaunes et rouges, on va avoir le téléphone portable, smartphone, tablette, internet. On voit que les courbes, elles sont quasiment verticales. Tout ça pour dire qu'on n'a plus le temps, en fait. C'est très très vite qu'il va falloir aller convaincre quand vous voulez apporter une innovation sur le marché. Et la deuxième chose, on ne le voit pas forcément sur ces courbes-là, et puis on n'a pas suffisamment de recul. Là, on a pris des technos majeurs qui, au bout du bout, vont plus ou moins atteindre les 100%. Ça veut dire que ça prenait du temps, ça en prend moins, mais au final, on atteint tout le marché accessible. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça va de plus en plus vite, et il y a des nouvelles technos qui peuvent arriver, qui peuvent disrupter. Donc une technologie maintenant ne va pas forcément atteindre 100% de son marché. Le temps que les gens l'adoptent, elle sera déjà court-circuitée par quelque chose. Et si on fait le parallèle entre celle-là et le slide d'après, on se rend compte que quand on apporte quelque chose de nouveau sur le marché, il y a 5 types de publics. On a les innovateurs, que ce soit bien ou pas bien, finalement, c'est nouveau, ils vont aller dessus, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut être à la mode, il faut être les premiers. Quoi qu'il arrive, il n'y a même pas besoin d'efforts à faire. Dès que c'est nouveau, ils vont acheter. Ensuite, on a les early adopters. C'est plus ou moins pareil. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour les convaincre. Par contre, derrière, on a la grande majorité qui, eux, peuvent a priori paraître intéressés. Par contre, il va commencer à falloir faire quelques efforts pour les convaincre. On a la late majorité qui vont attendre de voir concrètement ce qui se passe, et que peut-être si les premiers sont vraiment convaincus et font un buzz positif, ils vont y aller.
Et puis on a les derniers qui de toute façon adopteront jamais une nouvelle techno parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc pourquoi on changerait? Et si on fait le parallèle entre les deux slides, c'est pour vous dire que il y a ce truc là au milieu qu'on appelle le chiasme. Alors sur ce dessin là il est placé ici, sur certains il coupe même la bande des early adopteurs en 2 paquets. Et pour franchir ce chiasme, il va falloir non seulement avoir les premiers early adopteurs qui vont être convaincus, qui vont vous aider, mais il va falloir faire des efforts pour convaincre les autres. Et il va falloir convaincre et comprendre les besoins. Alors, les clients, qu'on soit en B2B ou en B2C, ça ne va pas être les seuls qu'il va falloir convaincre. On se rend compte qu'il y a tout un écosystème de gens qu'il va falloir convaincre. En B2B, on va avoir les décideurs, qui va être le patron de la PME à qui vous voulez proposer votre techno, ou dans un plus grand groupe, le COMEX. Assez souvent, on va avoir les acheteurs. Alors eux, ils vont plutôt avoir historiquement un job administratif d'identifier les nouvelles technologies, d'identifier les acteurs, de constituer le panel fournisseur. Il n'empêche que c'est quand même une population qui sort de plus en plus du simple job administratif et qui vont avoir un impact de même titre que les décideurs de plus en plus, d'autant plus que maintenant, avec eux, il va falloir raisonner TCO. Ne plus simplement parler de la petite valeur qu'apporte votre proposition, mais de bien prendre en compte toute la chaîne de valeur, et ils sont de plus en plus outillés sur ces aspects-là. On va avoir les prescripteurs. Alors, prescripteurs, c'est une population qui va varier beaucoup en fonction de qu'est-ce que vous apportez. On peut avoir des prescripteurs internes qui peuvent être la qualité, le marketing, les RH, si jamais votre proposition impacte sur la qualité de vie des salariés de la dite entreprise. Et puis on peut aussi avoir des prescripteurs externes, qui peuvent être un bureau d'études par exemple, ou autre. Oh, pardon. Et les utilisateurs. Ne jamais oublier les utilisateurs. Ils ont un poids de plus en plus important. À l'époque, ils subissaient un peu les innovations. Dès l'instant où les décideurs, les acheteurs étaient convaincus, eux la subissaient. Avec l'essor de la QVT, on prend de plus en plus en compte leurs besoins. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une acheteuse à la métropole de Lyon. Elle se pose la question de comment elle va réussir, et c'est son objectif de réussir à mettre des indicateurs QVT dans ses appels d'offres pour que le bien-être des utilisateurs finaux soit pris en compte. Et donc pour convaincre tous ces gens-là, déjà pour leur vanter les bienfaits de votre innovation, les convaincre, identifier leurs besoins, ça va prendre du temps. Donc on n'a plus le temps, mais il en faut. Marc Giget a coutume de dire qu'1 euro investi en R&D devrait être accompagné d'1 euro en marketing quand on est sur un projet d'innovation. Donc il ne faut absolument pas sous-estimer ce temps-là. D'autant plus que certains parlent de rationalité. Quand on est en B2C, il n'y a pas de rationalité, hein, les gens peuvent acheter sur un coup de tête. Quand on est en B2B, ils disent que la rationalité n'existe pas. C'est complètement faux, puisque un salarié est avant tout un humain. Et donc même dans le monde B2B, la rationalité est limitée. Et donc il va vous falloir faire l'exercice du son casse pour chacune de ces cibles. Et l'écoute client est indispensable. On a voulu le remettre, même si on pense que tout le monde le connaît, ce schéma-là. Il y a un peu la notion de téléphone arabe aussi derrière, en disant, voilà, on a ce que le marketing demandait, tel que la commande a été passée par les acheteurs, comment le bureau d'études l'a compris. Et au final, on se rend compte qu'il faut vraiment prendre en compte tous les besoins des différentes parties prenantes qu'on a citées auparavant. Et que peut-être l'utilisateur final demandait ça, mais que finalement, si on prend en compte une famille qui a 3 enfants, et si on avait écouté et la maman, et le papa, et les enfants, c'était peut-être une balançoire avec 3 tubes qu'il fallait. Donc ne pas sous-estimer le temps, c'est vital. On a le même schéma, avec une vision un peu différente. L'avantage, c'est que l'image parle d'elle-même. Voilà. La notion d'usage est essentielle, évidemment, dans l'innovation. Comment
on est en interaction avec le marché, comment on anticipe ses besoins. Par définition, un client n'a pas de besoin, il ne l'exprimera jamais. Donc comment on fait pour aller définir ce qu'il va falloir proposer en termes d'innovation sur son marché ou au-delà de son marché d'ailleurs. L'innovation, c'est peut-être aussi aller ailleurs. Donc une bonne manière de répondre à ça, c'est d'être présent sur l'analyse des usages, sur passer du temps sur son marché, rencontrer les différents acteurs, comprendre et anticiper ce qui se passe vraiment. Alors moi je fais souvent l'analogie avec l'émission, c'était Vie ma vie je crois, où voilà, il y a une personnalité qui faisait le métier d'un autre et qui découvrait tout ça. Quand on est dans cette configuration, c'est idéal parce qu'on voit énormément de choses, quoi. On peut citer un petit exemple là aussi d'une entreprise qui est présente sur le salon. C'est la société PIM qui fait de la mise en œuvre de polyuréthane coulé, qui travaille notamment dans le domaine de la neige et qui fait des racleurs de chasse-neige. L'avantage du polyuréthane versus le caoutchouc est assez important, notamment en termes d'abrasion. Simplement, il est très peu présent dans les pratiques. Donc l'idée, c'était de se dire, on va pousser les racleurs en polyuréthane, mais il faut qu'on amène une innovation supplémentaire. Et là, le projet est né en se disant, tiens, les objets connectés, c'est pas mal, on peut faire pas mal de choses avec tout ça. On pourrait imaginer d'intégrer dans le racleur du chasse-neige un capteur d'usure qui pourra remonter de l'information au gestionnaire sur le fait qu'il va bientôt falloir changer ce racleur-là, etc. Ok, on part sur le démarrage de ce projet-là. Et puis, on allait faire un petit tour chez nos amis de EasyTech qui conduit chaque mois des permanences de rendez-vous pour challenger des projets avec un parterre d'experts qui viennent de la technologie, mais pas que, justement, du marché, du marketing, pour challenger un petit peu ces idées. Autour de la table, tout le monde a dit c'est sympa, c'est une bonne idée, pourquoi pas, mais tout le monde a dit aussi pourquoi. Autrement dit, on va se donner les moyens d'aller voir sur le marché si c'est une bonne idée. Alors on a pu accéder à ça grâce notamment à un accompagnement sur innovation PME, on dira deux mots dans quelques slides plus tard. Et l'idée, ça a été de passer du temps avec les acteurs du déneigement, en particulier les gros faiseurs que peuvent être les départements et puis les sociétés d'autoroutes, en prétextant effectivement qu'on allait mettre de l'innovation sur ces produits-là, et puis surtout en passant du temps chez eux, in situ, et en ouvrant les yeux et les oreilles. Et il y a un constat qui a été dressé de manière un petit peu fortuite, c'est de se dire, mais pour chaque véhicule, chaque lame de chasse-neige, il y a son racleur. Donc en termes d'achat et d'approvisionnement, autant vous dire que oui, c'est une galère. Donc question posée, est-ce que c'est compliqué pour vous à gérer? Oui, évidemment. Et vous n'avez jamais cherché à répondre à ça? Bah non, on a toujours fait comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et là, le projet, au lieu de partir simplement sur les objets connectés, ça a été de définir un racleur universel, capable de s'adapter sur toutes les lames, quitte à le couper, et avoir une gestion beaucoup plus simple pour les gros faiseurs du déneigement. Donc voilà comment on peut aussi orienter un projet de manière significative, avec comme credo de créer de la valeur. Aujourd'hui, le projet, il est sur le marché, le produit est sur le marché depuis plusieurs années. Il commence à passer toutes les portes de l'expérimentation et il commence à atteindre un peu de volume. Et maintenant, on va se reposer la question des objets connectés pour aller tracer de l'information, etc. Mais voilà, mais il y a une vraie prise directe avec le marché. Alors oui, concernant les objets connectés, il y a un slide qui est assez important sur lequel il faut quand même s'arrêter quelques minutes. Quand on a des objets connectés, on va produire de la donnée. Et on va pouvoir produire une quantité infinie de données. On va pouvoir avoir de la température, de la pression, du kilomètre parcouru. C'est infini. Il faut bien prendre conscience que la donnée en tant que telle n'a aucune valeur. C'est pas ça qui a de la valeur. C'est l'information qui a de la valeur. C'est l'étape d'après. C'est le traitement de la donnée. Si on veut prendre un exemple, on va pouvoir se dire, tiens, ça serait intéressant que dans un hôpital, on puisse avoir de la détection d'ouverture de fenêtres. On va mettre un capteur sur les fenêtres. Super. Sauf que
il y a un capteur de température dans la chambre. Et si on met un petit algorithme qui va détecter brutalement la chute de température, on va avoir l'information que la fenêtre est ouverte. Donc voilà, c'est quoi? C'est le capteur, c'est la donnée qui a de la valeur ou c'est l'information? C'est l'information. Donc pour savoir quelle information utiliser, on en revient toujours à la même chose, il faut être sur le marché et comprendre ce qu'on peut générer comme valeur au niveau des clients. Et ça, c'est toute la difficulté. Et si je peux me permettre, avec ton histoire de capteur de fenêtre, il ne faut pas oublier que le capteur tout seul, c'est rien. Bien souvent, il y a un système derrière. Est-ce qu'il est interopérable? Moi, j'ai une collègue qui a fait un projet autour de l'autonomie 2020. Et donc, elle a pu rencontrer aussi des sages-femmes. Et en fait, entre les lits avec détecteurs de chute, les capteurs sur les fenêtres, les sages-femmes, elles se trouvaient avec 3 téléphones portables dans la veste. Donc c'est absolument pas gérable. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est vraiment l'information. Et plutôt que de ramener encore un système en plus avec son boîtier, son système d'exploitation, sa tablette pour lire les infos, regardez déjà ce qui existe et si vous ne pouvez pas vous connecter dessus pour faciliter la vie des utilisateurs. Parce que sincèrement, une sage-femme avec 3 applis sur 3 outils différents dans ses poches, c'est absolument pas gérable. Et au final, ça marche pas. Et au final, ça marche pas. Oh, bah c'est bizarre, ils veulent pas de ma solution. Bah oui, tu m'étonnes. Et après, l'exploitation des données, c'est vraiment là où on crée de la valeur. Un exemple avec Blablacar. Blablacar a des informations très détaillées sur ses utilisateurs. Et en particulier, ils ont une cible d'utilisateurs, alors d'utilisateurs consommateurs, mais acteurs, autrement dit des chauffeurs, entre guillemets, Blablacar. Et une partie de cette population, ce sont des jeunes qui échappent totalement au spectre des acteurs du financement. Autrement dit, ces gens-là sont considérés comme pas solvables. Sauf que Blablacar sait que ces gens-là, ils sont solvables parce qu'ils ont des revenus réguliers, ceux de Blablacar. Ça va même plus loin aussi, c'est que on a quand même beaucoup d'autres informations sur eux, sur le fait qu'ils sont sérieux, validés, appréciés par les utilisateurs. Donc sur cette cible de population-là, Blablacar peut remonter des informations, par exemple à un loueur de voitures, en disant « ces gens-là sont solvables, sérieux, et vous pouvez leur proposer des offres préférentielles ». Voilà comment on peut, par exemple, monnayer de la donnée, non pas de la donnée, pardon, justement, mais de l'information, quoi. Et tout ça, on le fait à partir des objets connectés ou des systèmes connectés. Donc il faut toujours avoir en tête cet aspect-là. Et si l'innovation, au fond, c'était ça? Ça nous fait une petite transition avec ce qu'on va vous expliquer après sur ce qu'on peut vous proposer en matière d'accompagnement sur ces aspects d'innovation. En fait, ce qu'on propose tous les jours avec Philippe, c'est de vous aider finalement à changer, et donc notamment dans le cadre des programmes soutenus par la région. Depuis 2011, on porte tous les deux avec d'autres le programme qui s'appelle Innovation PME, qui va être renommé, mais peu importe, l'essence reste la même, qui est le programme d'accompagnement des entreprises de la région en management de l'innovation. On l'a déployé auprès de 350 entreprises de tous les secteurs, PME, start-up, ETI, représentant de plus de 500 accompagnements. Et c'est vraiment le programme complémentaire au volet technologie des pôles. On a fait notamment un lien fort avec EasyTech. Si on est là aujourd'hui devant vous, c'est à l'invitation de nos copains d'EasyTech, Emmanuel et Damien. Donc on est vraiment tous dans la même boucle avec des apports complémentaires. Si on revient sur les aspects IoT, électronique versus management de l'innovation, on s'inscrit dans une offre complète et l'une des premières étapes, je pense, pour tout le monde, ça va être les rendez-vous conseils EasyTech. Philippe en a parlé tout à l'heure sur le CAPIM, où là, en fait, c'est finalement la porte d'entrée pour la plupart des entreprises. C'est de se dire, on a 1 heure de rendez-vous avec des spécialistes entièrement concentrés sur le projet d'innovation IoT, électronique, etc. Et en fonction de ce qui va être détecté lors de cette séance, derrière, on pourra flécher si l'entreprise a un besoin plutôt techno,
on ira vers Captronic, EasyTech. Si c'est un besoin plutôt sur les aspects gestion de projet, d'innovation, accès au marché, ce sera plutôt du côté d'innovation PME. Mais quoi qu'il en soit, vous intégrez un réseau d'acteurs qui se parlent et qui se pencheront sur votre projet. Ouais, je veux juste compléter aussi ce point-là, cette notion de réseau, elle est essentielle. C'est une grosse partie de notre job, c'est de vous aider aussi à trouver les bonnes compétences qui peuvent exister en fonction de vos besoins, de vos projets. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est compliqué à comprendre et c'est difficile potentiellement pour vous de savoir avec qui il faut aller. Nous, on a potentiellement toutes ces réponses-là. Les acteurs ont l'habitude de travailler ensemble et ils composent un vrai réseau interconnecté. Il y a aussi des gens qui sont, je pense, juste en face, vous avez les gens du CEA où il y a un maximum de technologie qui est disponible. Il y a également les collègues de l'INP, je pense à l'ESISAR sur l'électronique. Donc sur tous ces sujets-là, vous avez en face de vous beaucoup de réponses potentielles. Et l'aborder dans cette logique de réseau, c'est vraiment essentiel. Et perdez pas de temps à chercher le bon acteur. Cherchez un acteur qui vous semble pas trop mal et en fonction de vos besoins, il vous réorientera vers le vrai. Si je reviens sur Innovation PME, donc sur nos 350 entreprises, on voit qu'on peut adresser toute la typologie possible. On n'a pas beaucoup de start-up et d'ETI, mais parce que c'était une interdiction de la région jusqu'à maintenant, on arrivait à en passer sur cas particulier. Demain, si vous êtes start-up ou ETI, il n'y a pas de souci, vous rentrez définitivement dans le programme. On voit que sur la diversité des secteurs d'activité, on traite essentiellement avec des industries manufacturières, mais c'est aussi le tissu régional qui veut ça. Là encore, dès l'instant où vous avez un projet qui nécessite, un projet d'innovation qui nécessite un accompagnement, peu importe d'où vous venez finalement. Ce qui est important, c'est la finalité et votre projet. Les objectifs du programme, ce qui est important et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a beaucoup parlé d'accès au marché. On s'appuie vraiment sur deux piliers. On a un objectif de vous faire progresser, de vous structurer en vous donnant les bonnes méthodes, outils, bonnes pratiques pour que vous soyez autonome. Si après-demain vous avez un second projet, l'objectif c'est que vous soyez capable de le refaire tout seul. Alors, même si ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y aurait sans doute besoin de compétences qui ne seront pas les mêmes que sur le premier projet. Donc vous avez toujours besoin du réseau autour. Mais l'idée, c'est que vous appreniez en marchant et que vous vous structurez au fur et à mesure. Et comme on parle d'innovation, et d'accès sur le marché, on ne s'interdit pas et on fait aussi attention à ça, à ce que vous ayez aussi des acquis opérationnels. On apprend à marcher en marchant, mais on marche. Donc votre projet, on le fait aussi avancer et on vous fait rencontrer des clients, des utilisateurs et ça le fait avancer. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous vendiez votre offre. Et c'est important, on mesure les deux. Si on modélise un processus d'innovation, donc la région nous avait commandé un programme relativement court, en 8 séances de consultants à peu près. Et devant la diversité des problématiques qui sont à traiter, on a choisi finalement on ne peut pas traiter tout le problème, donc de raisonner en approche modulaire. On fait un focus sur votre problématique principale, mais il n'empêche que si vous choisissez le module marketing de l'innovation, vous ferez un peu de stratégie. Et de même, si vous faites un module gestion de projet, c'est bien entendu que vous aborderez les aspects marketing qui sont essentiels. Et ce schéma-là, finalement, ce qui est important, ce sont que des portes d'entrée vers une même problématique et qui nous permettent de customiser, d'adapter l'accompagnement à votre problématique principale. On est en train de retravailler les modules, ce ne sera plus ceux-là qui seront affichés demain, mais peu importe, on reste sur vous accompagner dans la mise sur le marché de votre nouvelle offre. Si vous n'avez pas de nouvelle offre, qu'on est en amont, on vous aidera à la créer en vous faisant progresser. Des exemples de problématiques qu'on pourra traiter demain, c'est je suis sur un business stagnant, j'ai besoin de me diversifier. Ce sera des exemples concrets qu'on pourra traiter. J'ai besoin d'organiser le management de projet pour gagner en efficacité. Important, mes équipes sont débordées. En même temps, la direction donne des injonctions à l'innovation. Concrètement, comment je fais pour m'organiser? Concrètement, comment ça se passe? On a 3 niveaux d'accompagnement. Dans un premier temps, on va organiser des sessions collectives
pour apprendre et échanger avec des pairs. Donc on regroupe des entreprises qui sont confrontées plus ou moins aux mêmes problèmes pour qu'elles puissent échanger. On est en train de faire évoluer aussi ces formats, de sortir de la pédagogie descendante avec un maître de conférence pour passer plutôt sur le format MOOC, SPOC en amont, où vous avez le contenu technique et derrière vous venez collectivement avec d'autres entreprises partager vos expériences. Et derrière vous avez un double accompagnement. Un accompagnement par un consultant expert qui va vous accompagner dans la démarche d'amélioration, donc un consultant qu'on va choisir en fonction de votre problématique principale et de vos affinités, et un accompagnement par le chef de projet territorial, en l'occurrence Philippe Périchon si vous êtes en Isère, mais il y a des collègues sur tous les départements, qui va vous accompagner tout au long du projet, avant, pendant, après le programme, vous orientera, vous conseillera, vous aidera à aller chercher les ressources complémentaires, donc ce fameux on met un pied dans le réseau et après il est là pour aller chercher à notre place et le bon cabinet de conseil et le bon centre technologique etc. D'autres entreprises aussi, faire les relations, faire les mariages avec vous avez besoin d'un accès au marché. Tiens, bah, je connais quelqu'un. Ça fait partie du réseau. Ça fait partie du réseau. Évidemment. Donc il vous aidera à identifier et solliciter les ressources. On a beaucoup parlé de ressources, compétences, mais il y a aussi tout le volet financement. Quand on parle d'innovation, il ne faut absolument pas le négliger. Donc ils sont là aussi pour identifier pour vous et vous aider à monter les dossiers de financement, d'appel à projet ou autres. Concrètement, donc c'est organisé en phase courte et intense, renouvelable, d'où la nécessité de modules aussi. Hein, on peut les empiler. Au total, on peut aller jusqu'à 24 jours d'accompagnement. Donc vous pouvez enchaîner, hein, commencer par un volet stratégie un peu en amont, où vous allez générer des nouvelles idées, puis derrière choisir le module accompagnement de projet ou faire un focus sur du marketing. Ce qui est important et qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est que oui, il y a le consultant qui est là chez vous tous les 15 jours ou 3 semaines, ça dépend. Par contre, vous avez un travail à fournir entre chaque intervention du consultant, vous, dirigeants ou des gens de votre entreprise. Et si vous voulez que le projet avance, il va falloir faire ce travail maison. C'est absolument essentiel, mais en même temps, c'est votre projet. Donc, et donc le programme est fortement soutenu par la région, donc il reste un coût résiduel à charge de l'entreprise qui est relativement abordable. Autrement dit, il y a un financement de plus de 70% de la région sur ces programmes-là. Donc comme je le disais tout à l'heure, on est en train de refaire un peu d'ingénierie autour de ce programme pour les faire évoluer. Ça s'appellera plus Innovation PME demain, mais peu importe, les contacts restent les mêmes et on est sur la même philosophie. En attendant, si vous voulez creuser les aspects techno IoT versus création de l'offre, création de valeur. Création de valeur pour le client. On a plusieurs petits trucs dans les tuyaux pour vous faire patienter. Donc il y a un atelier digitalisation des entreprises à GESCOP le 20 février. En l'occurrence, je serai le contact. Et puis pour les deux autres qui sont en Nord-Isère. Ouais, bah, y a effectivement un cycle de formation sur 3 jours avec Captronic sur les objets connectés et la création de valeur. Et puis une autre approche sur un événement qui aura lieu le 16 avril en demi-journée, où là l'idée c'est de réfléchir sur la notion d'évolution de business model. Est-ce qu'on doit fournir un produit ou est-ce qu'on doit fournir une solution, l'économie de la fonctionnalité, vendre un service plutôt qu'un produit. Voilà, c'est ce qui sera traité à cette occasion-là. Donc régulièrement, il y a des actions, il y a des permanences, il y a des conférences, il y a des ateliers que l'on va organiser ou que nos partenaires vont organiser. Donc c'est aussi l'occasion pour tout le monde de monter un peu en compétence et de pouvoir passer aussi à l'action. Voilà, donc juste nos slides de contact à Philippe et moi-même. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition.
Pas de questions, on a été trop intimidant ou trop soporifique ou trop clair, on ne sait pas. C'était clair? N'hésitez pas à venir nous voir aussi, voilà, si vous aviez des besoins. Ouais. J'ai une question. Bonjour, merci. Sur à la fois le cycle d'accompagnement qui peut être peut-être plutôt court versus un schéma à mettre en place dans une entreprise pour dire allez tiens voilà on va se mettre à innover, à développer un mindset autour de l'innovation. Comment ça s'articule ça finalement entre le conseil qui va durer quelques mois à travers des interventions plutôt courtes et puis quand même une démarche qui est sur le long cours au creux de l'entreprise quoi. Très bonne question, d'autant plus qu'on est convaincu que, comme l'a dit Philippe, Babola, 15 ans, la plupart des projets sont hyper longs. On n'a pas réussi à convaincre nos interlocuteurs régionaux sur ce champ-là. Et du coup, on a trouvé l'astuce de modules renouvelables. Ce qui fait que quand on empile, on peut aller jusqu'à 3 programmes de 6 mois à peu près, 8 interventions du consultant. On arrive sur des programmes de 1 an et demi, 2 ans, sachant que l'entreprise, elle va à son rythme, elle peut prendre un premier ticket. Alors, on affiche durée de 4 à 6 mois pour donner la notion à l'entreprise que c'est important, il faut qu'elle se focalise et que si l'accompagnement de 8 séances de consultants dure 1 an, il y a 1 mois et demi entre chaque session, il ne se passe rien, quoi. Ça retombe, il faut remettre de l'énergie quand le consultant revient et puis ça retombe, il ne se passe plus rien. Donc on a voulu se dire, les programmes c'est 4 à 6 mois max, comme ça vous voyez le consultant toutes les 3 semaines et ça avance. Si une entreprise a beaucoup de devoirs maison entre chaque séance et qu'il se passe vraiment des choses et qu'elle a besoin de voir le consultant que tous les 4, 5, 6 semaines dès lors qu'elle avance, et c'est aussi le rôle des interlocuteurs locaux, ça ne nous pose pas de soucis. On ne va pas mettre le pistolet sur la tempe de l'entreprise en disant t'avances, dans 4 mois c'est fini. Donc il y a ce premier volet où on met de la souplesse. Derrière, l'entreprise peut faire un premier ticket, peut s'arrêter pour un temps de respiration, revenir nous voir 6 mois après. Donc finalement, on se rend compte que des entreprises, on peut les accompagner sur des périodes relativement longues, 2 ans, 3 ans. Mais effectivement, c'est essentiel la durée. Et puis après, c'est pas parce qu'elles sont plus dans le programme que les conseillers des CCI ou de TESAM vont les laisser tomber. Parce que peut-être que c'est innovation PME, mais peut-être qu'une fois que l'offre elle est sur le marché, il y a un commercial PME. Peut-être que l'entreprise elle a grossi. Du coup, elle va peut-être avoir besoin de se structurer sur son système d'info. Donc il y a un numérique PME. Ce qui est important, c'est qu'elles ne soient pas abandonnées finalement. L'esprit, c'est de mettre un pied dans le réseau et alors pas confier les clés du camion à quelqu'un de la CCI, mais de se dire on a quelqu'un à côté qui va nous aider et qui va aussi avoir une fée sur le berceau en fait. Pas d'autres questions? N'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez aller plus loin. Merci à tous. Et retournez aller voir la techno.